Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'en profite pour ceux et celles que je n'ai pas encore vus pour vous souhaiter une bonne année parce qu'il est encore temps. Donc nous sommes aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur les politiques handicap, quel levier pour mobiliser les dirigeants. Il est porté par le Handipack Nouvelle-Aquitaine, un dispositif régional du FIPHFP. Aujourd'hui, donc, on se rejoint pour cette thématique. On aura la chance d'avoir deux grands témoins que je vais vous présenter un peu plus tard en la présence de Michel Israël et Jérôme Audon. Et on va s'intéresser donc à cette politique handicap, comment mobiliser les dirigeants, comment intégrer toutes les parties prenantes dans nos politiques handicap et mobiliser tout le monde autour de ces questions. Quelques éléments juste avant de commencer. Si vous rencontrez des problèmes techniques, que ce soit le son ou l'image, n'hésitez pas à nous interpeller via l'onglet questions et nous tâcherons d'y répondre pour que nous vivions tous une très belle expérience sur ce webinaire. Quelques autres informations et bonjour à tous via le chat. Sur les règles du jeu, comme d'habitude, vous avez donc cet onglet chat où vous pouvez intervenir et échanger avec nos intervenants. L'idée, c'est de ne pas parler de situations individuelles. Donc, si vous avez des problématiques ou autres, vous serez gré de ne pas citer de noms, ne pas citer des expériences précises ou votre établissement. Par cet onglet-là. On vous demande une écoute active. Pensez à débrancher vos téléphones, arrêter vos mails, vos téléphones portables et autres pour être bien à l'écoute. Et vos questions, donc via le chat. Si on n'y répond pas tout de suite, pas d'inquiétude. Je vais les noter et les faire remonter à nos intervenants au cours de l'heure que nous allons passer ensemble. Autre information sur ce webinaire, il est enregistré et donc vous aurez aussi accès au replay à l'issue sur la chaîne YouTube du FIPHFP. Voilà pour les règles du jeu et les débuts et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc avec politique handicap, quel levier pour mobiliser les dirigeants? Quelques informations pour débuter. Quand on pense politique handicap, on se dit... Les décideurs de cette politique handicap ont tendance à considérer que s'il leur appartient de donner leur accord, voire d'impulser cette politique d'emploi des travailleurs handicapés, celle-ci est souvent l'affaire ensuite des techniciens et en l'occurrence du référent handicap qui a accompagné des services RH ou de santé au travail. Dans la réalité, et ça nous allons le voir, le succès d'une politique inclusive repose sur l'évolution de la culture, de la performance de l'établissement. Et à ce titre, les décideurs sont des acteurs centraux pour faire rayonner leur nouvelle vision autour de toutes les strates de l'encadrement jusqu'aux agents. Dès lors, quel est le véritable levier dont dispose le référent handicap quand sa lettre de mission laisse sous-entendre qu'il s'occupera de tout? C'est ce que nous allons voir à travers l'illustration avec Michel et Jérôme qui sont parmi nous. Et juste avant de leur laisser la main, je profite pour vous présenter les excuses de Madame Florence Guéry, votre directrice territoriale au handicap en Nouvelle-Aquitaine, qui ne peut pas être présente avec nous ce matin car elle est en même temps sur le colloque 100% inclusif en Gironde. Voilà pour les excuses. Et maintenant, la place à Michel et Jérôme Audon. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin et de témoigner sur votre accompagnement. On est très heureux de vous retrouver. Pour vous présenter, je vais vous laisser vous présenter plus en détail. Vous allez nous expliquer l'accompagnement que vous avez mis en place au département des Deux-Sèvres, dont Michel, vous êtes la référente handicap. L'accompagnement qui a été fait avec Jérôme, qui est le directeur du cabinet ADO Conseil. Point important, cet accompagnement a débuté au moment du reconventionnement avec le FIPHFP. Et Michel, je vais vous poser peut-être la première question, vous laisser aussi bien sûr vous présenter, mais quel était le contexte d'origine au sein du département des Deux-Sèvres avant ce dernier conventionnement et pourquoi l'appel à Jérôme et au cabinet? Et Jérôme, bien sûr, je vous laisserai vous présenter un peu plus tard. Bonjour, donc bonjour à tous. Donc je suis effectivement référente handicap au département des Deux-Sèvres depuis 2019 et officiellement depuis le poste créé en 2020. Alors, il se trouve qu'en juillet 2022, nous étions dans la dernière année en fait de la 3e convention avec le FIPHFP.
J'avais donc le recul d'une convention entière, donc sachant que j'étais avec un certain sentiment de solitude dans cette mission, mais ce sentiment est assez récurrent visiblement dans la fonction, d'après une étude menée par l'École des hautes études en santé publique de Rennes, école dans laquelle j'ai fait mon DE de référent handicap en 2022. Donc, étant à l'aube de cette décision, la question se posait de savoir si la collectivité souhaitait monter un nouveau dossier de convention ou non. Il me semblait alors qu'il était intéressant, moi, de continuer dans cette voie, d'autant que le contexte de la collectivité s'y prêtait. En effet, une nouvelle assemblée venait d'être élue, un nouveau DGS et un nouveau DRH venaient d'arriver. J'ajoute aussi que le service auquel j'appartiens, donc au sein de la DRH, donc le service, à savoir le service santé vie au travail, avait du mal à trouver une stabilité depuis quelques années, et notamment depuis que j'y étais arrivée en 2019. Un nouveau chef de service tous les ans, une très très forte mobilité de l'équipe, à savoir conseiller en prévention, infirmier, assistante sociale, et l'absence d'un médecin du travail. J'avais donc véritablement besoin d'une assise plus solide et de me sentir davantage accompagnée pour me projeter dans une autre convention ou en tout cas dans le suivi de cette mission. Stratégiquement, c'était donc franchement le moment opportun pour embarquer de nouvelles personnes dans cette aventure. Voilà ce que je peux dire sur cette première question compte tenu du contexte. Merci beaucoup, Michel. Et du coup, en partant de ce contexte, donc on l'a compris, quelques absences, beaucoup de mobilité, vous avez fait appel à un prestataire extérieur. Quelle commande, en fait, vous lui avez passée au-delà de l'appui à la réalisation des pièces administratives pour vous accompagner? Alors, c'était la deuxième fois que je rédigeais un cahier des charges, puisque lorsque je suis arrivée pour la précédente convention, j'avais déjà participé, mais je venais d'arriver, donc j'avais participé à un cahier des charges. J'avais fait tout ça d'une façon assez, dans un cadre assez technique, un peu boîte à outils, on va dire. Et là, nous avions le choix, en fait, de continuer dans une posture très technique, ou alors de présenter une posture plus dynamique. Et je sentais qu'il fallait dépasser justement ce côté technique et boîte à outils et profiter de ce moment pour poser les éléments clés en fait d'une politique handicap, à savoir l'implication de la direction générale, compte tenu du contexte que je viens de citer. De ce fait, le cahier des charges a été rédigé différemment, en allant davantage sur le terrain de l'analyse de la situation, sans en cacher les faiblesses, et en recherchant les conditions de la mobilisation. Dès lors, et compte tenu du budget imparti, qui n'était pas démentiel, cela signifiait que j'allais avoir une forte mobilisation de moi-même sur le sujet et que j'allais donc prendre en charge une partie de ce cahier des charges. Le travail a donc débuté en août 2022, il s'est achevé en décembre 2022, donc dans un délai un petit peu record, pour une présentation au comité local du FIPHFP en février 2023. Ok, et du coup, quand vous parlez, je vous embête un peu, mais de posture dynamique, c'était l'idée du bilan du conventionnement d'avant et là d'aller vers autre chose Oui, c'était de dépasser le simple fait d'un état des lieux, que bon, bah, ça je pouvais faire effectivement seule, et c'était d'aller vraiment tout de suite dans les conditions d'une véritable animation et de comment aller chercher l'implication de la direction générale nouvelle. Ok, donc pour impliquer, vous avez mis en place, je suppose, des étapes de mise en œuvre, soit du diagnostic de préconventionnement jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, après la signature avec la convention avec le FIP, donc quelles ont été en fait ces étapes de mise en œuvre?
Alors, nous avons opté tout de suite avec Jérôme pour la concertation et notamment donc celle de la direction générale. Nous avons mené des entretiens individuels, notamment avec le DGS et le DRH, ce qui n'est pas toujours gagné, et puis collectif dans un second temps, avec les principaux acteurs transversaux, pour entendre les différents points de vue et d'ouvrir les débats véritablement autour des carences remontées, puisque c'est ce qui est souvent le cas, c'est ce qui apparaît finalement assez rapidement. Et à partir de là, on a pu constater que effectivement, ce fait de la mobilisation de la tête, on va dire, des décideurs, avait peut-être manqué un peu lors de la précédente convention. Okay. Merci. Jérôme, du coup, je vais passer à vous avant de continuer avec Michel. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire une interview croisée, donc n'hésitez pas, Michel, à intervenir. Donc, Jérôme Audon, en tant que prestataire, vous avez accompagné Michel dans ses démarches. Quels sont, vos retours sur cet accompagnement, la méthode, les points cruciaux que vous avez mis en place, les angles morts que vous avez peut-être vus sur cette démarche? Merci Catherine, bonjour à tous. De mon point de vue, effectivement, ce qu'évoquait Michel, qu'on trouve bien sûr dans le cahier des charges, mais pour lequel on a rapidement pris date d'un échange téléphonique et d'une meilleure compréhension de la problématique, était réellement quelque chose de dynamique. En fait, le moment était venu pour que d'une posture qui était plus administrative, alors que Michel appelle technique, et plus administrative qui consistait à renseigner un certain nombre d'informations, on passe à une posture plus dynamique, c'est-à-dire une posture dans laquelle chacun arrive à trouver sa place, et arrive à trouver sa place dans une situation qui était une situation, on va dire, un peu fragile, hein, compte tenu de l'évolution que Michel a évoquée, que ce soit de l'Assemblée, que ce soit des services. Il se trouve que le DRH, Julien Gueule, on a eu la chance de tomber sur lui, est arrivé, on va dire, à ce moment-là. L'engagement auprès de notre cabinet était déjà pris. Et donc, évidemment, on a joué avec lui. Alors, je ne vous cache pas que dans un premier temps, il était sceptique sur l'opportunité, la pertinence, on va dire, de faire appel à un acteur extérieur, d'autant plus qu'il en avait les compétences, il avait aussi une expérience dans ses précédents jobs de mise en œuvre d'une politique et puis des idées relativement précises sur ce qu'il voulait. Alors, évidemment, les premiers échanges, on a rapidement vu à quelle hauteur on voulait situer l'un et l'autre dans sa manière de me dire qu'il était un peu sceptique. Je lui ai répondu que j'étais absolument d'accord et qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un d'expérimenté pour on va dire, remplir un dossier, que c'était pas là mon job et que c'était bien qu'on puisse le préciser immédiatement et qu'on allait faire évidemment un duo avec Michel, mais qu'on allait aussi travailler avec lui. Donc ça, c'est le premier point d'étape. Et donc, ce que j'essaye d'évoquer par rapport à ça, c'est que aussi bien dans la réflexion que nous avons eue avec Michel et les différents moments, justement, des étapes de la construction de ce plan d'action, les moments utiles pour arriver à mobiliser les uns les autres, qu'avec lui, eh bien, l'idée, c'est, en fait, on ne fait pas à la place des autres, parce que sinon, dans le système, je raisonne souvent en système, c'est un peu aussi ma formation, dans le système, en fait, si les autres ne trouvent pas leur place, eh bien, en fait, ils la laissent. Et donc, la vraie difficulté du référent handicap, c'est que si sa lettre de mission indique globalement qu'il va à peu près tout faire, eh bien, en fait, il y a un danger initial, on va dire, hein, qui est que, dans le fond, les uns et les autres se dispensent de pouvoir s'occuper de quelque chose qui leur semble, du coup, être annexe, secondaire, ou voire même nécessaire compte tenu d'un certain nombre de contraintes, mais pas forcément une opportunité. Voilà. Et l'idée avec Michel, c'était que nous fassions de cette démarche-là, qui certes avait bien sûr une conséquence administrative, mais que nous fassions de cette démarche, en fait, une opportunité d'embarquer avec nous un certain nombre de personnes, en passant, en partant plus exactement de ce que les uns et les autres avaient vécu, parfois durement, il fallait aussi prendre cette parole, mais en construisant aussi, à travers leur regard, leur représentation, non seulement les décideurs, mais aussi les chefs de service et les parties prenantes, en prenant en compte ce qu'ils avaient à dire et en construisant, on va dire, cet avenir à travers les constats qu'ils pouvaient faire et à travers des opportunités. Voilà, donc quand Michel disait qu'il y a eu des entretiens individuels et des entretiens collectifs, on a essayé pour maximiser le temps et aussi parce que c'était pertinent de faire échanger les uns et les autres entre eux. Et là, on a essayé effectivement de faire un certain nombre
de moments collectifs dans lesquels chacun posait le cadre, mais ensuite il y avait déjà des esquisses de solutions, de réponses, comment on pourrait faire mieux, quels sont les processus qui pourraient nous permettre, on va dire, d'améliorer. Et voilà. Et donc on était de loin pas au départ sur l'établissement d'une liste d'actions à mener, mais plutôt sur une identification des points à améliorer et en particulier en interne des points à améliorer. Et puis deuxième chose, dans ma conviction profonde depuis des années, c'est que en fait une politique handicap, et tu l'as très bien dit Catherine, une politique handicap, ça ne peut pas être simplement essayer de faire devenir entre guillemets normal via des moyens de compensation des personnes en situation de handicap, parce qu'à ce moment-là en fait on stigmatise encore un peu plus sur le handicap, alors qu'on n'éclaire pas en passant à côté, on va dire, ce que chacune des personnes apporte comme éclairage, comme qualité, comme force. Voilà. Et donc, du coup, de fait, si on focalisait sur, alors voilà ce qu'on va faire pour ces personnes-là, on était dans une notion de care, c'est-à-dire une notion, on va dire, un peu d'assistance, mais on risquait fort en se faisant de focaliser notre regard sur les fragilités plutôt que de regarder quelles étaient les forces et ce que les personnes étaient capables de nous apporter. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment important que cette politique handicap, ce soit un levier d'une politique de management, d'une politique d'organisation, dans lequel l'institution, et en l'occurrence le département, soit aussi en capacité de mesurer peut-être le cheminement qu'ils avaient encore à faire pour que cette politique soit inclusive, c'est-à-dire que pour que l'organisation permette à chacun de pouvoir exprimer ses talents et de pouvoir les valoriser. Voilà, donc c'était ça l'idée, et puis après on a travaillé sur les étapes, mais j'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Peut-être revenir, parce que vous mettez tous les deux en avant le fait de la constitution d'un binôme. Vous avez vraiment travaillé ensemble et mené les entretiens ensemble avec les RH et développer des animations, des formations. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples pour instaurer un peu cette dynamique dont vous parliez, Michel, en introduction, de moments forts, de moments clés qui ont fonctionné, qui ont peut-être moins bien fonctionné, mais des... Alors oui, pour moi, je réponds Jérôme. Oui, bien sûr, parce que le moment vraiment très très fort, ça a été, qui était inclus dans cette assistance à maîtrise d'ouvrage, ça a été la réunion des directeurs départementaux du mois de décembre 2022. Donc nous étions pratiquement en clôture du dossier. Et nous avons inclus dans ce dossier donc le fait d'animer pour la première fois et de laisser complètement Jérôme animer cette réunion des directeurs départementaux, ce qui est un fait assez rare dans ce type de réunion. Et donc là, je vais laisser peut-être Jérôme développer sur comment il a conduit cette réunion. Mais sachez d'ores et déjà que cette réunion a donné lieu à une deuxième réunion en 2023 et qu'une troisième réunion est prévue en 2024, ce qui n'était pas du tout gagné. Je te laisse la parole, Jérôme, pour en dire un peu plus. Oui, alors bien sûr, le sujet, c'est quel levier pour mobiliser les dirigeants. Mais on comprend bien que c'est toute la chaîne qu'il faut arriver à mobiliser. Donc, au départ, et je reviens un tout petit peu en amont, on va dire, de la mission, les moments forts, c'était les moments où, en fait, on fait parler différentes parties prenantes qui, certes, interagissent au quotidien, mais pour lesquelles, eh bien, en fait, il y a quand même des représentations que tel et tel service, telle ou telle personne n'ont pas fait tout à fait leur job. Donc, le fait de poser des mots et d'essayer dans une logique vraiment de construction voilà, très positive, de voir comment les choses pouvaient se mettre en place, c'était vraiment déjà donner de la place dans la construction de ce plan d'action. Donc depuis le début, on n'était pas dans un dossier administratif, on était quelle place chacun peut prendre pour rendre cette politique plus efficace, mais aussi en quoi cette politique en fait est un levier très intéressant pour les différentes actions que les uns et les autres ont, enfin les différentes missions ou les services qu'ils ont apportés. Après, ce à quoi fait référence Michel, effectivement, a été probablement le principal point fort. Il se trouve qu'il a été un peu décalé pour des raisons d'emploi du temps, parce que c'était quand même compliqué de pouvoir arriver à avoir tout le monde compte tenu des priorités que le département voulait jouer. Alors là, moi, je félicite et je salue le DRH Julien Gueule, qui a quand même fait ce tour de force. Alors certes parce qu'il était en confiance, certes parce qu'à un moment donné, le cadre qu'on a donné, les enjeux, l'objectif et la manière de le traiter l'a sans doute rassuré, mais d'arriver à mobiliser le DGS pour lui dire
on va faire une réunion. Alors, la réunion des directeurs départementaux, c'est en quelque sorte une espèce de comité directeur, en fait. Donc, ils se réunissent à intervalles très réguliers et là, ils traitent tous les sujets qui sont les sujets un peu brûlants. Donc, c'est une trentaine, une quarantaine, une trentaine peut-être de directeurs qui sont là. C'est une très grande salle. Et donc, l'idée, c'était de ne pas faire quelque chose de descendant, mais de donner des moments d'inspiration et puis de travailler autour des d'ateliers et dans lesquels, encore une fois, les ateliers, c'était ce qu'ils allaient produire. Et bien sûr que les questions que nous posions, ou en tout cas le sujet sur lequel nous avions travaillé, avait du sens et du coup devait les porter, mais c'était un peu impertinent par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir, notamment d'un prestataire, du style... dans l'un des ateliers, la réponse c'était quelles sont les 5 ou les 10 actions, je ne sais plus précisément, qu'il faut absolument faire pour rater une politique en faveur des personnes en situation de handicap. Alors, un peu surprenant. Et puis ensuite, voilà, donc plusieurs ateliers comme ça, dans lesquels on les amenait à construire eux-mêmes, après avoir eu une présentation liminaire et notamment qui évoquait pas mal les représentations peut-être un peu erronées que notre cerveau était susceptible de produire, les biais cognitifs qui laissaient peut-être d'expériences dans lesquelles on avait trop vite interprété un certain nombre de situations. Et donc, ces ateliers ont fait ressortir à notre pas surprise, parce qu'on s'y attendait, mais à notre vraie joie, on va dire un intérêt réel de la part des directeurs, de dire, oui, c'est vrai, en fait, nous aussi, ça nous intéresse de faire vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas... et compte tenu de ce qu'on avait pu entendre de la part des chefs de service ou des différentes parties prenantes, notamment dans les services de Michel ou les services RH ou recrutement, on était loin de penser qu'il y ait un engouement aussi important, on va dire, de la part des directeurs qui, en fait, étaient extrêmement intéressés par le sujet. Donc, un comité directeur qui traite pendant 2 heures exclusivement des questions de handicap, sachant quand même que la manière de l'aborder était d'aller très très largement plus loin que le handicap, puisqu'on touchait assez rapidement les questions de management, c'était en fait un moment extrêmement fort qui, je crois, effectivement, a donné du souffle, et probablement pour le DGS aussi, qui était déjà au sein du département, mais qui n'avait pas cette fonction avant, était l'occasion d'orienter peut-être un peu plus sa politique RH, mais pas que RH, en fait, sa politique même de management, sur quelque chose qui avait du sens et sur lequel il s'est approprié, en fait, assez immédiatement. Et ça, c'était le bilan donc de la première action de mobilisation des RDD. C'est ça la première année? C'était pas le bilan. Disons, on voulait faire au départ cette réunion dans les différentes étapes qu'on reprendra peut-être tout à l'heure sur le plan méthodologique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un moment où on pose un peu le décor avec des enjeux, des orientations, un moment où on fait cet état des lieux, c'est-à-dire on recueille de l'information sur aussi bien les leviers que les freins, et puis peut-être déjà les premières solutions. On définit dans un deuxième temps cet état des lieux, enfin à partir de cet état des lieux, les priorités que le département souhaite se donner, et à ce moment-là, effectivement, il y a un vrai rôle, à toutes les étapes d'ailleurs, mais là, il y a un rôle des décideurs qui consiste à dire, OK, est-ce qu'on se saisit de ces priorités, lesquelles, pour des logiques très très opérationnelles, c'est-à-dire de faisabilité, lesquelles on privilégie éventuellement dans le plan d'action, et comment on se les approprie au point de les porter dans chacune de nos directions. Donc on voulait au départ faire cette réunion des directeurs départementaux à cette étape-là. En fait, il a fallu qu'on avance davantage dans le dossier pour des raisons de décalage, on va dire, de cette réunion des directeurs départementaux. Donc quand on leur a proposé, enfin quand on n'a pas proposé, mais quand on a pu réaliser cette fameuse réunion, à ce moment-là, on était allé un peu plus loin, mais il y avait quand même une forme de validation qu'il fallait leur présenter, et quitte à ce qu'il y ait des enrichissements derrière, on avait finalement pas complètement bouclé, parce que, y compris avec le calendrier du FIP, le moment où on a pu déposer en février 2023 était un peu décalé par rapport à l'idée. Nous, on a pratiquement terminé en octobre, et donc on aurait pu quasiment signer avec le FIP en octobre-novembre. Donc ça s'est bien passé, et là-dessus, il y a eu des vraies questions, vraies interrogations, et du coup un échange entre les directeurs départementaux, avec le DGS, avec le DRH, enfin avec l'ensemble des directeurs, qui consistait à mieux s'approprier, à mieux saisir en fait comment eux-mêmes ils pouvaient être des leviers et en quoi ça pouvait vraiment servir entre guillemets l'intérêt de leur mission. Voilà, donc ça s'est fait au mois de décembre, et ce à quoi faisait référence Michel, c'est que cette réunion a tellement été
apprécié qu'ils ont décidé de prendre date pour les années suivantes. Donc, rebelote, une fois que le conventionnement a été établi, en 2023, et on souhaitait juste en faire un peu un symbole, notamment lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on s'est retrouvés dans les mêmes configurations, avec une autre thématique. On a davantage parlé de stratégie. L'idée, c'était de les aider à aller plus vite dans la mise en œuvre et bien sûr à le faire on va dire sous la direction et la vision que portait le DGS et qui s'est tellement approprié d'ailleurs que c'est lui qui a présenté le dossier au FIPHFP avant et voilà et date a été reprise pour 2024 pour justement que ce projet qu'incarne entre guillemets la convention avec le FIP soit un projet qui soit en fait un vrai plan d'action, c'est-à-dire en fait une vraie démarche dans laquelle on est capable d'identifier les étapes, les résultats qu'on doit obtenir, etc. Okay. Alors, il y a une question de Gwenaël qui nous dit, Gwenaël, bonjour, comment avez-vous mobilisé les directeurs récalcitrants, car il y en a toujours? Alors oui, évidemment qu'on a des questions un peu alambiquées qui laissent supposer qu'il y a un peu de scepticisme dans ce qu'on est en train de présenter, mais en fait, le scepticisme, il est lié à des représentations. Donc l'idée, c'est de déconstruire ces représentations. Donc, évidemment, il faut faire un peu de systémie, il faut être capable de renvoyer la balle. Bon, il faut un peu de seniorité, évidemment, pour prendre en compte ces objections. Et en fait, c'est plutôt des leviers intéressants, parce que du coup, ça met le doigt sur des éléments qui sont peut-être très révélateurs, entre guillemets, d'une manière de fonctionner. Et donc, du coup, ça sert l'analyse qu'on peut avoir du management. Quand quelqu'un se cache derrière une obligation administratif, par exemple. En fait, qu'est-ce qui préside? Est-ce que la procédure, le processus, il prime par rapport à l'enjeu, à ce qu'on veut faire, ou au contraire, est-ce qu'il doit le servir et éventuellement laisser à l'être humain la capacité à pouvoir contourner? Donc voilà, c'est ça qui s'est joué. Oui, on a eu, Michel, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais quelques objections qui laissaient supposer que certains avaient du mal. Alors, évidemment, derrière, ce qui est super, c'est que en fait, régulièrement, mais bien évidemment, je répondais à ces objections, mais non pas pour argumenter, mais pour renvoyer la balle à la personne sur ce qu'elle voulait réellement dire et ce que ça signifiait derrière. Et puis, bien sûr, le DGS régulièrement était en capacité de pouvoir reprendre le relais ou le DRH et voire acquiescer sur la manière de répondre à ces objections. Et en fait, non, c'était même plutôt des leviers pour nous pour embarquer tout le monde plus facilement parce que du coup, on savait quels étaient éventuellement les points de fragilité. Absolument. Et alors, je rajouterais, moi, pour ma part, que au-delà des récalcitrants, il y avait ceux qui étaient tout de suite partie prenante. Et parmi la vingtaine donc, de directeurs, il y en avait 3-4 qui jouaient plus que le jeu depuis déjà longtemps. Et en fait, je me suis aperçue aussi que ça leur laissait aussi la place dans cette réunion de pouvoir être à côté de nous pour emmener tout le monde. Et leur expérience en matière d'intégration des agents en situation de handicap, bien, ils pouvaient en faire bénéficier des autres du coup. Voilà, au-delà des récalcitrants. Ce qui a été d'ailleurs assez on va dire, intéressant pour nous, mais c'était pas intéressant parce que c'était bien l'intention qu'on voulait donner, mais qui avait quelque chose de sans doute un peu original par rapport à ce qu'ils vivaient. Je ne sais pas trop comment sont animées les réunions des directeurs départementaux, mais assez rapidement, après une présentation, une mise en perspective de ce qu'est ou ce que n'est pas une politique handicap, voilà, des biais, donc on leur a fait faire des jeux, des tests, donc c'était drôle, quoi, parce qu'évidemment, c'était l'occasion de voir comment les représentations pouvaient jouer à plein, hein, les biais cognitifs. Et ensuite, en fait, on avait une grande salle, donc on les a mis derrière des paperboards et ils ont bossé. Et puis après, ils sont revenus. Enfin bref, ils ont été extrêmement dociles avec évidemment non seulement l'accord du DGS, mais la participation très active du DGS. Parce que finalement, en leur donnant de la place, en montrant à quel point c'était eux qui devaient aussi impulser et donner du sens, et en nourrissant, entre guillemets, ce sens, eh bien, finalement, ça leur donnait la possibilité de ne pas en faire un aspect secondaire, mais un aspect transversal, on va dire, à toutes les politiques qu'ils menaient, et donc à les intéresser au cœur même de leur mission. Absolument.
Michel, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, je ne sais pas si on l'abordera un petit peu plus tard, mais ça va effectivement jusqu'au point d'intégrer cette notion dans le projet d'administration départementale qui est en train d'être rédigé depuis l'année. Enfin, ça a commencé l'année dernière et il va nous être présenté bientôt. Mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Oui, on peut peut-être en dire que, comme tu l'as soufflé, ça serait dommage quand même qu'on qu'on le mette de côté. Oui, en fait, une politique handicap, si elle reste un document et qu'elle est confinée dans la responsabilité du référent handicap, elle a toutes les chances d'être un peu oubliée et d'être un dossier dans lequel on doit rendre des comptes en termes d'indicateurs. Et donc, évidemment, on n'est pas dans cette notion que j'appelle dynamique, hein, c'est-à-dire dans laquelle il y a du flux, il y a de l'interaction, il y a de la construction, il y a de l'ajustement, etc. Et donc, ce qui a été suggéré par le DGS et le DRH ensemble, c'est on va dire, de faire de l'inclusion un des chapitres importants et de l'inclusion de manière générale dans lequel il y a des sous-chapitres et qui traitent en particulier du handicap, et de faire un sujet important de ce projet d'administration départementale. Donc, c'est pour dire que cette démarche-là, elle a été réellement comprise comme une démarche stratégique et donc comme une démarche dans laquelle on attend des résultats. Et en octobre ou novembre 2023, novembre, je crois que c'était le SOTH, quand à un moment donné la question des moyens, des objectifs, puisqu'on a quand même rappelé en 2023 qu'on avait pris de bonnes résolutions, mais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui n'avaient pas suffisamment avancé, eh bien, l'une des questions qui était posée, c'était le côté très opérationnel, et j'ai renvoyé, évidemment, parce que c'était le sujet qu'on avait décidé avec le DRH de traiter, qui était le sujet stratégique, comment on embarque en fait une équipe, et comment on le fait à travers une vision, un objectif, on verra peut-être tout à l'heure des supports. Eh bien, la question a été posée enfin voilà, dans la question qui m'était posée, évoquant entre guillemets, si ce n'est la pertinence, en tout cas, bon, le côté un peu réaliste de la chose, j'ai rappelé qu'il y avait une décision qui avait été prise et que cette décision, non seulement elle avait été collégiale, mais elle avait été portée par le DGS et par la présidente d'ailleurs, hein, aussi du département. Et que bien évidemment, quand il y a une décision, une orientation qui est prise, c'est pas une option. Et donc, je me suis retourné vers le DGS qui me laissait soigneusement animé pendant un moment, et j'ai fait un bon moment de silence pour bien lui montrer que... Et donc, il a compris très vite. Il m'a dit, bon, décidément, je crois que vous souhaitez que je prenne la parole. Et je lui ai dit, bien sûr, parce que, de fait, c'est pas moi qui vais définir, et pas Michel non plus, qui vont définir la politique. Donc, est-ce que cette politique, elle est réellement une politique importante, portée ou pas? Et silence, et il a dit, et là, il nous a fait une réponse absolument incroyable, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de me répondre oui, il a affirmé et il a donné de la substance à ce qui était cette intention et cette orientation, en rappelant qu'elle avait été prise par tout le monde, qu'elle avait été d'ailleurs inscrite dans le projet d'administration départementale, et que ce n'était pas une option, et qu'on allait s'y mettre, et qu'on allait définir ensemble la manière dont on allait arriver justement à l'objectif qui avait été déterminé. Il y avait une question de Colline Broquereau. Cap Emploi peut-il être un support pour soulager ou accompagner les ressources en interne? Alors, on n'est pas exactement dans le tel que j'entends la question, mais je peux me tromper. Il me semble que cette question, elle est évidemment importante, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait un lien direct avec le levier pour mobiliser les dirigeants. Donc, si vous le voulez bien, je peux peut-être juste vous dire que Cap Emploi, sont des très bons techniciens hein, qui appréhendent évidemment notamment toutes les logiques d'aménagement, de compensation. La question qui se pose, et j'essaye de rebondir, hein, d'en faire un levier, la question qui se pose en fait, c'est quel est le niveau qui va permettre d'échanger et de pouvoir poser un cadre serein avec des dirigeants. La question que je me pose, c'est si Cap Emploi, et notamment par exemple son directeur ou sa directrice, a un aura, une capacité à pouvoir penser stratégie, bah pourquoi pas, Cap Emploi peut apporter quelque chose. Si c'est plutôt sur le côté technicien, je mets juste en danger, enfin en avant le danger possible qu'on ramène trop vite à un niveau technique et administratif. En l'occurrence, pendant toute la démarche, le principal risque, c'était qu'on retombe trop vite dans une dimension technique ou administrative,
Et il fallait absolument garder le cap, on va dire, de cette vision stratégique, parce que tant qu'elle n'était pas portée, eh ben, en fait, c'était pas la peine d'aller plus loin, sinon on aurait refait une 8e convention dans laquelle on avait un certain nombre d'indicateurs administratifs et pas de mobilisation des uns et des autres. Merci pour cette réponse. Peut-être on peut continuer sur le plan d'action et les différentes modalités, si ça vous va à tous les deux, pour un peu plus comprendre la démarche et avec cette présentation, Jérôme, si je te laisse expliquer. Très bien. Dans ce support, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer que aux différentes étapes, en clair, un plan d'action, quel que soit le plan d'action, mais en l'occurrence, quand il s'agit de préparer un projet qui est une politique d'inclusion en faveur des personnes en situation de handicap. Alors quand je dis ça, d'ailleurs, j'aime pas, parce que dès que je dis en faveur des personnes en situation de handicap, je stigmatise. C'est comme s'il y avait des gens en situation de handicap et d'autres qui l'étaient pas. Dans la réalité, en fait, on est tous des êtres humains, et c'est ce qui nous ressemble le plus. On est à 100% des êtres humains, et puis il y en a quelques-uns qui ont des contraintes plus marquées que les autres ou qui font l'objet d'une reconnaissance administrative. Mais globalement, on a tous nos forces et nos fragilités. Donc attention avec cette gestion-là. Mais n'empêche que dans un plan d'action qui consiste à travailler, on va dire plus généralement dans une logique d'inclusion, c'est-à-dire dans laquelle on souhaite pouvoir aller tirer le meilleur parti de chaque personne, et bien en fait, il y a un certain nombre d'étapes pendant lesquelles les décideurs ont quelque chose à dire, ou en tout cas pour lesquels il faut faire reposer sur les décideurs c'est un temps de réflexion et un temps de décision. Et donc c'est ce que vous avez à travers ce support. Alors au début, il y a le lancement de la démarche. Donc le lancement de la démarche, si la démarche n'est pas portée par les décideurs, c'est-à-dire s'il n'y a pas, alors même si c'est pas forcément extrêmement clair, explicite chez les décideurs, de savoir comment ils vont s'y prendre, mais s'il n'y a pas une volonté de dire oui, une politique en faveur entre guillemets, de l'inclusion et plus particulièrement du handicap, c'est vraiment un levier pour nous qui participe entre guillemets d'un mode de management, d'un manque d'organisation, d'un mode d'organisation, et bien à ce moment-là, on passe déjà à côté du premier coche qui consiste à faire reposer l'intention sur les décideurs, et c'est absolument important de le faire parce que c'est ce qu'on va leur rappeler régulièrement si nécessaire. Enfin, ou ce qu'on va les aider à faire remonter, on va dire, à la mémoire que en fait la décision initiale, c'est bien eux qui l'ont prise. Voilà. Donc bien sûr, il se joue les objectifs. Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Pourquoi en fait on a besoin de cette politique d'inclusion? Il y a des éléments de contrainte, ok, mais si on en reste à ces éléments de contrainte et qu'on n'est pas capable d'identifier les opportunités, à ce moment-là, on risque de faire un peu le bout du chemin. Donc vous voyez, c'est vraiment important de prendre le temps de poser ce qu'on attend de cette politique, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs lors du premier entretien, le jour du démarrage. On a rencontré pas mal de personnes, dont le DRH, pour voir avec lui comment il voyait, on va dire, cette politique dans la stratégie non seulement RH, mais la stratégie du département. Ensuite, il y a la question de la méthode. Est-ce qu'on est bien d'accord avec la méthode? Est-ce qu'on fait un dossier administratif ou est-ce qu'on fait une mobilisation? Et donc, c'est là-dessus qu'effectivement, j'ai confirmé, entre guillemets, l'inutilité d'un partenaire extérieur s'il s'agissait uniquement de travailler sur la partie administrative. Et donc, il a compris à ce moment-là que la méthode allait servir d'autres intérêts que ce qu'il avait pu imaginer dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, habituellement, quand on a l'habitude d'utiliser plutôt sur une logique, on va dire, de renseignement d'informations, de collecte et puis ensuite de mise en forme des informations. Et puis, quels sont les acteurs clés? Eh bien, Michel, bien évidemment, enrichissait chaque fois en fonction de son expérience, mais les acteurs clés, c'est ceux qui, de fait, dans cette politique, vont être d'abord concernés en premier lieu, mais aussi des leviers possibles, parce que pour eux, c'est important, ça permet de remplir, on va dire, un peu mieux leur mission, telle qu'elle a été définie ou telle qu'elle est en train d'évoluer. Alors, ensuite, une fois qu'on a passé cette phase de lancement de la démarche, on est dans une phase de réalisation de l'état des lieux. Donc, on a vu qu'il y avait un calendrier, une méthode, des acteurs clés. Et bien, alors là, on va les rencontrer. On a, dans cette réalisation de l'état des lieux, un certain nombre d'informations quantitatives, qualitatives. Et les qualitatives sont extrêmement importantes, mais aussi qualitatives au sens des processus qui ne sont pas suffisamment installés, qui dysfonctionnent, des lettres de mission peut-être qui n'ont pas été
rédigés et pas suffisamment connus par les uns les autres, des articulations. Et donc, c'est ça, évidemment, qu'on va leur proposer et qui va permettre, à partir de ces premiers constats, de définir effectivement sur quoi il faut travailler en premier lieu, dans une logique très, très opérationnelle. Dans une logique, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on commence par quoi? Qu'est-ce qui a du sens dans la construction en termes de démarrage, de poursuite, etc. Et sur qui on va bien sûr se reposer. Ça, c'est ce que j'appelle les conditions. Donc là, les décideurs, et notamment le DRH, on faisait des points réguliers avec lui pour l'informer des principaux constats de ce qui nous alertait. Certains constats, pour lui, renvoyaient directement à d'autres politiques parallèles, hein, sur la prévention, par exemple, en disant ça, il faut vraiment qu'on le traite, on ne va pas attendre, on va le traiter tout de suite. Voilà. Et puis d'autres, au contraire, étaient typiquement des actions qu'il fallait plutôt reporter dans le temps, et puis d'autres, le fait qu'il y avait toute la place et toute leur légitimité dans le plan d'action. Donc, quand on a travaillé sur cet état des lieux, on va partager ce diagnostic. Alors, on va le partager non seulement avec les décideurs, donc c'est ce qu'on espérait pouvoir faire avec une réunion des directeurs départementaux, mais finalement qu'on a dû reporter un petit peu. En revanche, on l'a fait avec ceux qu'on avait rencontrés, et en particulier les principaux acteurs, que ce soit RH, de prévention, etc. Et donc, l'idée, c'était, est-ce que la manière dont nous avons perçu, Michel et moi, ce que vous nous avez dit, et ce que vous proposez derrière est juste, et comment en fait on priorise en termes de plan d'action, on va dire les actions qu'il faudrait mener et qui ont déjà été plus ou moins, on va dire, identifiées à défaut d'être complètement formalisées. Donc les priorités que vous avez mises en œuvre. Voilà. Et puis ensuite, on va se mettre d'accord sur comment on avance ensemble. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, dans le cadre de cette démarche, déjà, les services se mettent à mieux fonctionner entre eux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que la signature de la convention leur permette d'avancer. Ils ont commencé à se dire, tiens, sur ces constats que nous avons pu faire et de dysfonctionnement, déjà, en fait, on peut réguler, on peut rectifier. Et c'est comme ça que ça a été... ça a été mis en œuvre. Je répondrai tout à l'heure à la question de Gwenaëlle Valert. Je l'ai bien lu, merci de votre participation. Voilà, donc une fois qu'on a passé le diagnostic, eh bien, en fait, on réalise le plan d'action. Et donc, le plan d'action va évidemment nécessiter des ressources. Alors, avec le FIP, il y a aussi un temps pendant lequel on s'ajuste sur les participations, selon que ce soit un premier conventionnement ou un quatrième. En fait, la participation financière va être un peu différente, mais cette participation financière elle va porter sur un certain nombre d'actions. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la partie administrative, mais pas que, puisque le plan d'action, il va continuer à porter ce qui est purement de l'interne, c'est-à-dire de l'organisation interne, de la valorisation interne. Par exemple, le directeur de la communication a été extrêmement intéressé parce que, alors d'autant plus que dans un conseil départemental, vous savez que le handicap, c'est quand même pas un sujet secondaire, et donc là, il était intéressé par l'écho qu'il pouvait y avoir entre une politique interne et une politique externe en faveur du handicap. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a travaillé sur globalement le calendrier, le plan d'action, les ressources, l'affectation, il y a évidemment qui s'occupe de quoi, parce qu'un plan d'action sur le handicap, c'est évidemment pas un plan d'action qui repose uniquement sur la référente handicap. Chacun doit être partie prenante, et on l'a vu tout à l'heure avec les directeurs. Et puis bien sûr les indicateurs, pour qu'on puisse ensuite faire une analyse de la manière dont les choses ont pu fonctionner. Voilà, et puis ensuite, il y a la phase de déploiement. Alors nous, on est arrivé auprès des directeurs départementaux lors de cette fameuse réunion à un moment où, globalement, on avait quand même déjà plus ou moins écrit le plan d'action et il fallait quand même leur faire valider. Donc, on a eu un petit décalage, mais ça n'a pas porté trop de conséquences. On a ensuite travaillé sur le déploiement. Et ce qu'évoquait Michel dans la réunion de l'année d'après, on va dire, fait partie du déploiement. En fait, le déploiement, il n'est pas juste en février, on y va. On se retrouve 6 mois plus tard et on dit on en est où? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois? Et là, le DRH, il tenait absolument à dire attendez, on a pris des engagements, donc c'est pas pour que vous soyez satisfait juste du travail que vous avez fait dans 2 ateliers, c'est parce que maintenant, il faut aller plus loin et donc on va pouvoir progressivement compléter ce qui a été sans doute décrit d'une manière un peu synthétique dans le plan d'action pour que chacun trouve sa place et apporte sa contribution. Voilà, je ne sais pas si Michel, tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie-là. Non, tu as tout dit. Ok, alors la deuxième réunion des directeurs départementaux, moi j'ai souhaité que, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est le DRH qui m'avait parlé à plusieurs reprises en disant il faut vraiment qu'on mette ça au cœur de la stratégie parce que sinon on passe à côté. Et donc j'avais trouvé ça extrêmement pertinent et donc du coup je leur avais présenté
ce qui est un rappel, parce qu'il le savait bien, mais qui malgré tout, sur le plan méthodologique, n'était pas neutre. En fait, un plan comme celui du conventionnement, c'est un objectif qu'on se fixe. Alors, pour l'illustrer, en fait, j'ai pris le Mont Blanc. Voilà, et ce Mont Blanc, en fait, il a un sommet. Alors, chez les militaires, par exemple, ils appellent aussi un point d'ancrage, parce que vous savez que quand on est monté là-haut, en fait, après, il faut redescendre. Et donc, on croit que c'est terminé, mais pas du tout. Bon, pour les militaires, peut-être qu'il faut passer par le sommet du Mont Blanc pour arriver de l'autre côté en Italie et avoir d'autres actions. Ce qu'ils appellent le point d'ancrage, c'est le point minimum, on va dire, d'effort qu'il va falloir consentir pour qu'ensuite le reste de l'action puisse se dérouler. Et donc, quelque part, je les invitais à identifier quel était ce point d'ancrage et comment ce point d'ancrage pouvait être atteint sur le plan opérationnel, ça on va le voir juste après, à travers la mobilisation des différentes parties prenantes, c'est-à-dire en gros de toutes les directions. Voilà. Dans la méthode, on va dire, définir une stratégie, une orientation, un point d'ancrage, c'est se dire, on veut arriver là, donc qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse à partir de la finalité, comment on va organiser les moyens à mettre en œuvre. Et on ne peut pas se dispenser, on va dire, de cette étape-là, parce que si on se dispense de ça, en fait, on définit un objectif qui risque d'être un peu flou, voire même on se contente de l'objectif en pensant qu'on a fait le job. Et ça ne peut pas être le cas, évidemment. Voilà, et donc après, je leur ai dit, alors comment on va fonctionner avec différents équipes? Eh bien, en termes de management, si l'orientation, c'est-à-dire le point d'ancrage est vraiment important à définir d'une manière relativement précise, ensuite, les directeurs, eh bien, c'est à eux à définir les chemins, et ils ne seront pas les mêmes qu'ils vont emprunter pour pouvoir rejoindre ce point d'ancrage. Donc, on garde en perspective ce point d'ancrage, et ensuite, on va organiser en fonction de là où on est, des forces qu'on a, du temps peut-être dont on dispose, des moyens dont on dispose, on va organiser petit à petit, on va dire, des chemins qui mènent à ce point d'ancrage. Voilà, et donc, dans cette volonté, la question c'est comment on embarque en fait les personnes, c'est le sujet. Eh bien, en fait, on n'embarque jamais les personnes quand ils ne voient pas un intérêt convergent, c'est-à-dire un intérêt pour eux à aller quelque part. En clair, ce qui se joue dans cette stratégie, c'est identifions chacun à notre niveau, mais y compris les strates, c'est-à-dire président, directeur général des services, et puis ensuite par rapport aux autres directeurs, et puis les directeurs par rapport à leurs collaborateurs, identifions ce qui va faire que les troupes, entre guillemets, pour reprendre cette expression militaire, vont être capables de mettre de l'énergie et des moyens. Pourquoi, en fait, ça va les intéresser? C'est-à-dire en quoi, par rapport à ce qu'ils sont et à ce qu'ils vivent, ils vont trouver un point d'intérêt à mettre de l'énergie là-dessus. Sinon, en fait, on n'embarque personne. Donc, ce sujet-là, de savoir qu'est-ce qui est stimulant dans une politique handicap, et non pas qu'est-ce qui est contraignant uniquement, parce que vous avez bien vu, on va dire que sinon les personnes restent sur place, elles ne montent pas jusqu'au Mont Blanc. Eh bien, parce qu'à un moment donné, on va arriver à mieux comprendre en quoi une politique d'inclusion est une politique qui va servir l'ensemble des ressources, et que parce qu'elle va permettre à chacun de trouver sa place, de pouvoir construire, de pouvoir prendre sa responsabilité, et du coup de pouvoir aussi trouver d'autres points d'appui, d'autres interactions qui vont leur permettre d'aller plus loin. C'est parce que ça sert la mission qu'une politique handicap va être un succès, ou au contraire, si ça ne fonctionne pas, risque d'être quelque chose qui reste dans un tiroir. Voilà. Est-ce que j'avais dit autre chose? Non, c'était la fin. Alors, du coup, quelques questions, oui, dans le chat. Allez, je vais reprendre les questions. Absolument. Je vais te poser la première question, si tu veux bien. Oui. Si une nouvelle convention est déjà engagée, comment faire prendre le train en marche aux décideurs? Alors, on a illustré ça par la convention, mais le sujet, c'était pas comment on conventionne avec le FIP, donc vous l'avez compris. Donc, du coup, on a juste voulu... il nous a semblé opportun, notamment avec Michel, parce que je trouve que c'est une belle réussite, cet engagement du conseil départemental, et voilà, et l'émulation que ça a pu permettre et qui continue à vivre aujourd'hui. Quand on n'est pas dans une convention, quand une convention est déjà engagée, en fait, les outils qu'on peut mettre en œuvre, ce sont des outils de plan d'action. Si la convention elle a été engagée de manière administrative, ça n'empêche pas qu'on puisse peut-être redéfinir des intentions qui sont peut-être un peu moins administratives, mais qui sont des intentions d'organisation et de management. Ça, c'est le premier point auquel je pense. Ce que je crois également, et c'est ce que je n'ai pas forcément beaucoup développé, c'est qu'en fait, on n'embarque pas les gens s'il n'y a pas une espèce d'expérience émotionnelle correctrice. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se joue dans une politique handicap, c'est qu'avant, on s'est habitué à fonctionner avec un certain nombre
références dont on dit qu'elles sont des normes, j'appelle ça la culture d'entreprise. On a pensé que, par exemple, bien, la performance se justifiait par telle et telle action quand on mettait deux personnes avec une qui était en situation de handicap face à un même poste, et bien on regardait quelle était la performance, et si la personne en situation de handicap allait moins vite pour réaliser les tâches, en fait, cette personne-là était donc handicapée et donc moins performante. Oui, mais sauf que la performance, par exemple, cette culture qu'on porte de la performance, c'est vraiment une culture qui est totalement subjective. En quoi une personne en situation de handicap, au contraire, va permettre à la personne, enfin aux collègues, de mieux se retrouver dans leur humanité, peut-être de trouver d'autres astuces, de développer d'autres stratégies. Peut-être que c'est ce qu'on a défini comme on va dire comme pratique professionnelle au départ qu'il faut remettre en cause, parce qu'il y a peut-être plusieurs moyens d'accéder en fait à la même chose. Et donc ce qu'il va falloir faire vivre aux différentes strates, c'est cette expérience émotionnelle correctrice, c'est-à-dire cette compréhension qu'ils se sont enfermés dans une forme de référence de la norme et de la performance, et qu'il y a peut-être d'autres chemins, d'autres voies, d'autres perspectives à mettre en place pour comprendre qu'on peut arriver à une performance globale, mais qui ne soit pas une performance uniquement sur des indicateurs quantiques. Donc voilà, pour répondre à Gwenaëlle, une nouvelle convention est déjà engagée, comment faire prendre le train en marche aux décideurs, probablement en passant par une logique de projet, et s'il le faut, en suscitant à un moment donné ces expériences. Parmi les expériences, donc tout ce qui va permettre aux personnes de vivre quelque chose. Alors ça peut être par exemple du théâtre forum, c'est utile, par exemple de voir comment cette pratique professionnelle de la relation, du management va s'intégrer. Bien, une expérience comme celle-là, c'est super parce qu'on a l'impression de le vivre quand on a vécu ces séquences-là et qu'on les revit et qu'on reconstruit autour d'une vision commune. Mais ça peut être aussi par des ateliers vie ma vie dans lesquels allez, on va aller faire cuisiner ensemble à 5-6 et puis on va imputer à chacun une forme de difficulté. Alors pour l'un, il va y avoir un œil bandé, pour l'autre, il va avoir un casque, pour le troisième, il va avoir la main gauche ou le bras gauche ou le bras droit bandé. Pour le dernier, il va falloir tous les 10 minutes qu'il fasse une pause de 2 minutes parce que, voilà, enfin bon, on peut imaginer pourquoi, etc. Et donc, vous leur faites faire un repas ensemble et puis vous essayez de voir comment, à partir de ces difficultés, ils arrivent à trouver d'autres stratégies. Et souvent, c'est quelque chose qui leur permet de comprendre qu'en fait, ils n'ont pas été réduits à leur handicap au moment où ils ont construit ça, parce qu'ils vont goûter le fruit de leur cuisine. C'est un exemple que je donne, ça peut être d'autres choses. Et donc voilà. Donc ça, c'est les embarquer, c'est se saisir de belles opportunités. Évidemment, Michel, tu ne me contrediras pas en disant que des moments forts, un peu institutionnels, comme la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est un bon moment pour arriver à faire quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est aussi le cas de DOD en l'occurrence. Oui, absolument. Et je réinsisterai quand même sur le fait de l'importance de faire appel parfois à des prestataires extérieurs pour le regard extérieur, pour la neutralité. Voilà. Et à chaque fois que je l'ai fait, effectivement, je sais qu'on marque des points. Alors, il y avait des questions ensuite sur les instances représentatives du personnel. Est-ce qu'ils ont été associés? Avez-vous associé les représentants du personnel dans votre copile? Alors, oui et non. C'est ça. Michel, oui. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, parce que de toute façon, il faut passer. J'ai jamais la dernière dénomination, c'est pas le CHSCT. CHSCT. Oui, c'est ça. Et CST après. C'est CST maintenant. CST. Donc oui, bien sûr, on a présenté au CST, ils ont été intéressés, ils nous ont posé des questions, on a pu répondre, ils étaient d'accord par rapport à ça. Après, en fait, quand on a des représentants du personnel qui sont impliqués dans cette politique au titre des missions qu'ils ont, c'est beaucoup plus facile, mais c'est moins au titre de leur mandat de représentants du personnel. Ouais. Donc, globalement, on a eu un quitus très facile, des questions intéressantes, voilà. Mais on n'est pas allé forcément plus loin. Et la même question se pose vis-à-vis des élus. Alors, la présidente a été bien sûr mobilisée, la vice-présidente surtout a été très vite. Le RH. Et ensuite, évidemment, les opérationnels, c'est en l'occurrence le DRH et le DGS, qui, eux, sont les traits d'union aussi, hein, auprès des élus, des intentions, des orientations, et qui sont validés eux-mêmes, on va dire, par les élus. Donc, nous, directement, ça a été 2 moments de contact avec la présidente, et puis, pareil, avec la vice-présidente. Voilà. C'est ça. En parlant d'élus, une autre question du chat. Comment également convaincre les élus de l'intérêt pour les dirigeants de se mobiliser sur cette question,
Qui doit convaincre qui? Michel, tu penses quoi, toi? Qui doit convaincre qui? Alors, moi, je pense qu'il fallait convaincre la direction générale qui elle-même devait convaincre ses directions. Et maintenant, l'avenir, c'est aux directions, je ne sais pas si on aura le temps de développer là-dessus, mais ce serait intéressant. C'est maintenant aux directions de faire redescendre dans les directions et de convaincre bien les chefs de service, par exemple, qui eux-mêmes embarqueront les agents. En l'occurrence, je ne sais pas si cette question, elle se pose comme ça, parce que convaincre, ça laisserait supposer qu'on est dans une logique descendante. En fait, moi, je suis beaucoup plus dans la logique de l'espace qu'on crée, enfin qu'on donne à voir, et qui sont des espaces dans lesquels aussi bien les élus que les décideurs doivent pouvoir rentrer et, voilà, et trouver leur propre lieu. Enfin, on va dire lieu d'action. Quand je dis ça, c'est un peu théorique, mais dans la réalité, c'est du coup pas quelque chose qui consiste à faire des arguments pour dire voilà, c'est bien parce que, alors je vous fais la liste et la checklist de l'ensemble des éléments qui justifient qu'il faut qu'on fasse ça, parce qu'en fait ça fonctionne pas comme ça. Donc il faut interroger autour des réponses pertinentes qui sont apportées compte tenu de fonctionnements qui sont peut-être pas optimum pour le moment. Et c'est plutôt comme ça qu'on a fait en fait. On a surtout insisté sur l'opportunité que pouvait constituer une démarche comme celle qu'on menait. Alors certes, c'était la convention qui était au bout, ça aurait pu être une autre démarche de plan d'action. Et ensuite, on a pris beaucoup de temps pour écouter, sans avoir forcément d'idées préconçues. Hein. On a pris beaucoup de temps pour interroger les uns les autres sur ce qu'ils voulaient. Alors évidemment, après, on est plus en capacité pour argumenter là où il faut, pour dire ok, mais là il peut y avoir un biais si on va un peu trop vite sur telle ou telle chose, peut-être, j'en sais rien, voilà, discutons-en ensemble. Donc vraiment, c'était les inviter à prendre la place qui leur revient, et donc ça peut fonctionner dans les deux sens. On peut avoir des DGS, des RH qui en fait ont toute la confiance des élus et qui inspirent entre guillemets les élus, comme on peut avoir des élus qui sont très inspirants eux-mêmes parce qu'ils ont une expérience qui les amène à penser qu'il faut absolument aller là-dedans, et donc il faut qu'ils arrivent eux-mêmes à prendre le temps pour que les DGS, DRH et autres prennent leur place dans ce processus et en tout cas se l'approprient au point d'être convaincus que c'est utile pour eux. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être Michel, le mot de la fin, si je puis dire, parce qu'il nous reste quelques minutes sur le bilan de cette action, le bilan de cet accompagnement. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'aurais pas pu mener, moi, ce travail seul, ou en tout cas, je l'aurais mené en tant que chargée de mission, comme je le disais au départ, d'un point de vue technique, même si j'avais quelques années de recul. Mais je n'aurais pas eu la même énergie et j'aurais pas eu forcément la même écoute. Et en dehors de toute relation de pouvoir, l'expérience d'un cabinet senior dans ce type de démarche auprès des dirigeants et le regard extérieur ont posé de suite, je trouve, les conditions d'une certaine neutralité. J'en parlais tout à l'heure, qui pour moi est indispensable pour conduire ce projet tel qu'on le souhaitait en tout cas. Après, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, il faut y revenir, mais ce que je vois déjà dans une première année, c'est l'inscription dans le PAD, le projet d'administration départementale. Et puis, à travers quelques exemples, moi, je peux sentir, lors du dernier duo-D, par exemple, on est passé de 15 duos à 30 duos, 25 duos effectifs, et puis 5 qui se sont faits en dehors de duo-D, parce que tout d'un coup, j'ai vraiment senti cette année une émulation plus. À travers, tout d'un coup, les stages sont acceptés. Les années précédentes, les demandes de stage, eh ben, on n'avait jamais le temps. Donc, je sens quand même qu'il y a un vent dans lequel il faut cependant s'engouffrer et qu'il faut ressouffler de temps en temps parce que il faut pas se leurrer, ça peut retomber aussi. Par tout simplement le fait qu'il y a des tas d'autres priorités, des tas d'urgences tout le temps, et que donc il est urgent de prendre son temps toujours pour revenir au sujet et remettre encore sur le tapis le projet.
Merci beaucoup, Michel. Pardon, Jérôme. Non, peut-être juste pour pas compléter, mais aller dans le sens de Michel. Hein, clairement, il ne faut pas faire d'angélisme. On a des occasions à saisir, et donc il faut les saisir pour remettre en dynamique. Et puis après, il faut pas lâcher, quoi. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui ont avancé au sein du département. Le sujet du handicap, c'est plus un sujet tabou. En tout cas, c'est un sujet sur lequel les uns et les autres ont compris qu'ils étaient tous partie prenante. Et pour autant, comme le disait Michel, il faut pas lâcher. Et quand le DGS dit en novembre, on se revoit l'année prochaine, c'est qu'il a bien l'intention de faire perdurer, entre guillemets, cette politique et de l'animer. Et probablement, il ne faudra pas attendre l'année prochaine. Il faudra bien sûr que Michel puisse actionner un certain nombre de leviers et se reposer sur les acteurs qu'elle a sentis les plus mobilisés pour continuer à faire vivre ça et qu'on ne se retrouve pas les prochaines en main, ce qu'on n'a rien fait depuis novembre dernier. Merci beaucoup à tous les deux pour l'explication et la mise en avant de cet accompagnement. Merci à tous les participants. Il est 12h02, on finit avec 2 minutes passé midi. Vous avez juste un petit questionnaire dans le chat que je vous remets. On vous serait gré de bien vouloir le compléter pour évaluer un peu ce webinaire. Et si vous n'avez pas d'autres questions, parce que nos intervenants sont encore là pour quelques secondes, je vous souhaite une belle journée à tous. Et encore merci à Michel et Jérôme pour leur témoignage. Merci beaucoup. Et merci Michel. Merci à vous. Belle journée à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.